J'étais où? J'étais là. Donc, le deuxième type d'information que l'on peut stocker, donc on a dit, le premier, c'est le point. Le deuxième, c'est line string, qui est une succession de segments et qui sont représentés par les différentes coordonnées des extrémités. Donc ça, c'est la forme linéaire la plus simple qu'on peut retrouver pour une géométrie qui peut être stockée dans PostGIS. La troisième, c'est des polygones, donc des polygones dans leurs différentes catégories. Donc ça peut être soit des polygones simples ou des polygones avec des trous à l'intérieur. Donc ça, on peut retrouver également des exemples dans la nature de polygones avec des trous. Donc ça peut arriver très fréquemment en fait dans les polygones qu'on peut rencontrer dans pas mal de nos données qu'on gère. Autre chose, donc au lieu que ce soit des unités géométriques comme point, line string et polygone, je peux avoir également une collection de géométries. Donc cette collection de géométries, donc ça peut être un objet géométrique qui peut être sous forme de multipoint. Alors, à votre avis, c'est quoi un multipoint? C'est-à-dire que c'est une ligne dans mon PostGIS qui correspond à une entité, un enregistrement, mais dans la partie géométrie, elle ne va pas être considérée sous forme d'un seul point, mais elle va être modélisée en plusieurs points. C'est comme lorsque j'avais parlé du cas du Japon, qui est représenté par plusieurs îlots, par plusieurs îles. Donc, si par exemple je suis à une certaine échelle, je peux représenter les îles par des points ou bien par des polygones. Donc, à ce moment-là, ça va être le multipolygone qui sera représenté. Et on a vu, lorsqu'on avait importé la dernière fois l'exemple, on avait montré comme quoi, pour des mesures de précaution, PostGIS, il considère toujours les polygones, même si normalement vous n'avez pas de multipolygones qui sont à l'intérieur de votre fichier. Par mesure de précaution, il prend le type multipolygone comme type par défaut de ce que vous importez les informations. Alors, multiline string, donc ça veut dire que je considère que mon objet géométrique, il est constitué non pas d'un seul line string, mais de plusieurs. Et comme je peux avoir une collection de géométries. Alors, je n'ai pas encore l'exemple, en tête, mais je peux avoir un objet qui peut être représenté à la fois par un ensemble de points, un ensemble de polygones et un ensemble de line string. Donc, c'est vrai que c'est difficile d'avoir ça dans la réalité, mais en général, l'OGC, et à travers lui PostGIS, qui est conforme à l'OGC, il va nous permettre de représenter les informations sous cette forme-là. C'est-à-dire, il est tellement libre qu'il va nous permettre de réaliser ce type de modélisation que je peux accepter dans mon PostGIS. Autre type de géométrie, c'est la géométrie qu'on appelle curved, c'est-à-dire sous forme de courbe. Donc là, je vais avoir une courbe complexe, une courbe circulaire, 3 courbes circulaires, voilà, une courbe simple avec 5 points circulaires. Donc finalement, il est au maximum d'avoir à proposer un large éventail de types de géométrie. Comme ça, et on ne va pas se retrouver à un certain moment que quelqu'un arrive avec une nouvelle type de géométrie, il va dire, bah, tiens, PostGIS, il n'arrive pas il n'a pas prévu ma géométrie que je viens d'avoir. Non, normalement, on m'a prévu l'OGC, les différents types de géométrie qui peuvent être pris en charge par une application spatiale. Donc là, c'est un autre type de géométrie, curved, circle, solide, etc. Mais normalement, si vous voulez plus d'informations par rapport à ces types de géométrie, vous pouvez toujours vous référer soit au site OGC avec le standard SFS que j'avais montré la séance dernière, ou bien voir la documentation de PostGIS. Elle explique exactement le contenu. Sinon, le livre que je vous ai partagé, PostGIS in Action, qui détaille de plus en détail les différents types de géométrie que l'on peut rencontrer dans une application spatiale. Alors, je peux également faire de la 3D. Donc, dans PostGIS, si vous avez par exemple une application dans laquelle vos données sont représentées par des modèles en 3D, c'est-à-dire avec plusieurs faces, donc là, je peux également les stocker. Donc, la colonne Geom que l'on a vue la séance dernière, elle permet de stocker ce type d'informations. Il suffit juste de présenter les différentes faces. Par exemple, on va dire que ça c'est un cube. Donc, pour représenter un cube, j'ai besoin de connaître les informations sur les 3 façades, face 1, face 2, face 3. Et face 1, donc ça va être représenté par les différentes coordonnées, donc du point 1, du point 1, 2, point 1, 3, point 1, 4, etc.
Donc, voilà, on ne va pas trop rentrer dans le dit. Je peux avoir également des polyhédras surface. Donc, c'est des polygones qui partagent quelques edges et qui représentent un volume en 3D. Alors, ça, vous le connaissez, les TIN, c'est les réseaux irréguliers network. Si, par exemple, vous avez créé votre propre réseau d'attitude avec les TIN, ça, vous l'avez déjà eu, je pense, de le cours lié le modèle numérique des terrains. Donc, par exemple, vous avez créé votre team avec un logiciel ou avec quelque chose sur le terrain. Et vous voulez savoir est-ce que PostGIS il permettra de stocker les informations qui sont modélisées le team, le Triangular Irregular Network, le réseau irrégulier triangulaire. Et normalement, oui. Donc, ce qu'il faudra faire, pour chaque facette du team, elle est représentée par un point du bottom, de la base, du front, left et right. Et puis, ce sont des informations que vous pouvez stocker. Donc, pour chaque surface, pour chaque triangle, on peut le représenter là. Voilà, donc si vous voyez, j'ai essayé juste de faire un tout petit résumé des différents types de géométrie que l'on peut rencontrer lorsqu'on va modéliser une base de données spatiale. En général, ça couvre pratiquement la totalité des informations. Alors, je peux même avoir d'autres types d'informations qui sont le raster, par exemple. Je peux également, le PostGIS, il a prévu également le stockage de raster. Il est prévu également le stockage des données LIDAR, des données 3D. Il y a vraiment une... C'est pour ça que je vous ai dit au départ, lorsqu'on choisit un logiciel, il faudra vraiment avoir à choisir un logiciel ou un outil qui a vraiment une certaine vie derrière, qui a une certaine communauté. Heureusement que la communauté qui développe PostGIS est très active et essaie à chaque fois de rajouter des fonctionnalités en regardant soit les standards qui arrivent, parce qu'il y a toujours des standards qui arrivent à DonDroGC, et pour se rattraper un petit peu par rapport au retard, parce que pour implémenter tout ça, ça demande de l'effort, ça demande du code, ça demande beaucoup de choses. Et si vous êtes intéressé par rapport aux travaux, parce que, comme j'ai dit, c'est un open source, c'est-à-dire le code source de PostGIS, je peux le lire, je peux le voir, je peux le télécharger. Donc, par exemple, je peux aller dans PostGIS GitHub pour voir exactement. Voilà, ça c'est le code. Je vous invite de le voir comme ça. C'est ça le code. Donc là, par exemple, dans le code, qu'est-ce que je vois? Je vois que c'est ça le projet, par exemple. Les développeurs de PostGIS, lorsqu'ils arrivent avec leur nouveau code, en fait, ils le mettent ici, ils le mettent là. Donc, regardez, la dernière fois qu'ils ont mis du code, donc ça date depuis il y a 2 jours. Et c'est vraiment quelque chose, regardez, donc j'ai 13 300 commits, c'est-à-dire 13 311 fois que les développeurs, ils ont mis du code sur ce site-là. Et puis, les contributeurs, c'est ça ce qui m'intéresse. Donc, on a 29 contributeurs à l'heure actuelle. Je reconnais quelques têtes, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont toujours très actifs de la communauté et qui rédigent même des livres pour PostGIS. Donc, par exemple, là, c'est ça le code source. Le code source, voilà, c'est le repository du code officiel de PostGIS. Donc, finalement, c'est assez difficile d'implémenter tous les standards qui existent, comme on l'avait dit, tous les standards qu'on a ici, ça demande du temps, ça demande de l'effort. Et avec 29 contributeurs, c'est vrai que ça paraît comme quoi une équipe assez grande, mais ça demande de l'effort parce qu'eux, ils ont également d'autres choses qui leur attendent, leur travail, leur projet à côté. Il faudra qu'ils arrivent à faire les deux en même temps, évoluer PostGIS et travailler leur propre travail chez eux. OK? Donc là, c'était juste un petit rappel par rapport aux données spatiales. Alors, pour les données, normalement, j'ai juste donné quelques exemples de données. Donc, dans ce cours-là, on va essayer de se concentrer uniquement sur les données vecteurs. Et on a dit qu'en quoi il y a d'autres types de données, surtout les données raster. Il a vraiment prévu, avec une très grande simplicité, l'import des données raster dans PostGIS. Et je peux imaginer, par exemple, des lignes dans mes tables avec
avec des données raster dans la colonne géométrie. Donc ça va, on va dans le cadre de ce cours-là, on ne va pas rentrer dans les données raster. On va plutôt s'intéresser uniquement aux données vecteurs. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, s'il n'y a pas de questions, donc on va passer à autre chose. C'est bon? Oui, monsieur. D'accord. Donc. Oui, monsieur. Monsieur, Oui? avant de passer, j'ai une Oui. question, mais c'est pas à propos du rappel, mais plutôt à propos du projet, du mini-projet. Oui. Personnellement, j'ai trouvé du mal à collecter les données nécessaires pour le projet. Est-ce qu'on peut remplir avec des données qui sont pas réelles? Oh, normalement, chef. Pour nous, en général, les gens qui travaillent sur les données, sur des données, la plupart du temps, le gros du travail, c'est pas le développement des applications. Le gros du travail, c'est l'acquisition de la donnée et le traitement des données. Donc, si tu commences déjà à ce stade-là de dire qu'en fait, j'ai pas trouvé, c'est pas un bon signe. On essaie de faire un effort. Normalement, les informations, ils ont été communiquées chaque jour. Il suffit juste de chercher. C'est vrai que je vous ai donné le site, c'est un Covid Maroc, je pense, .ma. Il donne juste la dernière situation. Mais je pense qu'il y a d'autres sites qui peuvent vous donner des informations là-dessus. Normalement, c'est ça le plus difficile lorsqu'on développe des applications, c'est ça. C'est d'avoir. Monsieur, Ça. monsieur, normalement, on nous donne, pour les autres sites qui donnent plus d'informations que le Covid Maroc, ils donnent des informations sur le nombre de positifs pour le Covid et pas le nombre de décès et le nombre de ceux qui ont été rétablis. هذاك dit que le site, mais je vous donne un exemple. Je vous donne un seul exemple. Normalement, il y a d'autres exemples de données. Si vous allez, je vais vous passer d'autres sites web. À partir. Moi, j'ai essayé de vous laisser exprès le soin de chercher par vous-même les sources de données, parce que ça fait partie de votre travail. Mais si vous n'avez pas réussi, donc je vais essayer de vous donner d'autres sites, comme ça vous avez plus d'informations sur le sujet. Et je préfère D'accord, merci. qu'on développe à de la partie liée le TP après. Je préfère qu'on se concentre sur. Est-ce que vous avez des questions sur ça, sur ce que je viens de dire? OK. D'accord. Donc là, je vais juste faire un petit rappel par rapport à la console d'administration PGAdmin, comment elle nous permet de stocker les informations, de créer notre base de données spatiale. Donc, comme j'ai dit, j'ai deux outils. Le premier outil, c'est PGAdmin. PGAdmin, donc, il va me permettre de créer la base. Donc, je crée ma base ici. Deuxième chose, il y a quelqu'un qui peut me rappeler qu'est-ce que je dois faire pour ma base quand je la crée? Il faut ajouter l'extension. L'extension, très bien. Donc, l'extension, normalement, je me mets ici dans l'éditeur SQL et puis j'écris create extension PostGIS, point virgule, et j'exécute. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va d'abord rajouter une extension, c'est-à-dire qu'il va augmenter les capacités de PostGIS pour qu'il puisse accueillir les informations spatiales sur ma base que je viens de créer, et il va me créer une table de système de référence spatiale qui se rajoute automatiquement dans la liste des tables de ma base de données. Donc, ça, c'est un moyen de vérification. Premier. Le deuxième, c'est de regarder dans les extensions. Est-ce que j'ai dans les extensions ici, voilà. Est-ce que j'ai le PostGIS là? La dernière, c'était ça, je pense, quand on a travaillé. Dans les extensions. Les fonctions. Ici. J'ai le schéma, je vais voir, est-ce qu'il m'a rajouté la table qui m'intéresse, qui est celle-ci, Spatial Ref System. Et puis, voilà, très bien. Donc, c'était la liste des fonctions qui est 1050. Alors, ça dépend des versions. Là, on avait utilisé, je ne me rappelle plus exactement c'était quelle version qu'on a utilisée de PostGIS lorsque vous avez installé. Est-ce que vous avez fait attention par rapport à ça? Mais en général, ce nombre de fonctions, c'est ça ce qui change d'une version vers une autre. Et c'est ça le code que je vous avais montré tout à l'heure. Donc, toutes ces fonctions-là, ils ont été développées ici. Par exemple, ici,
si je veux chercher le code qui correspond à ST-Text, ST-Text, je pense, c'est pas ST-Text, voilà, c'est ça. Donc, c'est ça le code comment les gens ils l'ont créé pour accéder aux informations. Voilà, donc les 3 moyens de vérification, c'est extension, fonction et spatial ref system. Et puis, on avait, si vous vous rappelez bien, on avait importé le fichier shapefile. Alors, si vous voulez que je refasse la démonstration, d'accord, j'ai shapefile loader. J'ai shapefile loader. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? C'est un utilitaire qui est donné par la communauté pour importer, parce qu'on sait, donc je rappelle ce que j'avais dit la dernière fois, on sait très bien que les shapefiles, ce sont la plupart du temps, les informations spatiales, ils sont saisies de la même manière que les informations traditionnelles. C'est-à-dire, on ne va pas se retrouver avec un opérateur qui va commencer à saisir ligne par ligne. Non, la plupart du temps, les informations, elles sont référées soit à travers des travaux topographiques sur le terrain, soit en numérisant des cartes, soit en digitalisant d'autres sources de données. Et donc, la donnée, elle existe quelque part, sauf qu'elle n'existe pas en format base de données. Donc, le rôle de l'administrateur, d'utilisateur d'une base de données spatiale, ça ne va pas être de la même manière qu'un administrateur de base de données relationnelle. Finalement, la manière la plus fréquente pour saisir l'information dans la base, c'est d'importer des choses qui existent. Donc là, pour cet utilitaire qui est donné, donc d'abord, il faudra renseigner. Alors, c'est Postgres, c'est le username qui est donné par défaut, c'est le nom utilisateur de la base qui est donné par défaut. Quand vous installez PostGIS, le password, normalement, on ne l'a pas modifié pendant l'installation. Pour les gens qui l'ont modifié, ils doivent se remémorer le mot de passe pour qu'ils puissent le servir. Le serveur, donc je dis quoi je veux utiliser ce login, ce password sur ce serveur-là avec ce port, parce qu'il y a un seul port qui est ouvert pour la base. Et la base, donc pour nous, ça a été BD 3103 à 3103 2020. Voilà. Donc là, je me connecte par rapport à la base et je regarde est-ce que la connexion ici, non, dans les fenêtres de log, il va apparaître le message est-ce que la connexion a été correcte ou pas. Correct ou pas. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est de rajouter les fichiers. Alors, ce qu'on avait essayé de faire, c'est comme Géo. Alors, je vais essayer de vous montrer un truc qui peut-être vous allez le rencontrer. C'est que je pense que vous avez eu des problèmes avec... il y avait cours. Il y avait cours maintenant. Base de données. Je pense que vous avez eu à rencontrer un problème. Découpage, voilà. Regardez, donc là, j'ai un découpage Maroc pour les 12 régions avec les communes qui sont à l'intérieur. Donc, je vais commencer par faire un Open. Là, donc, regardez, qu'est-ce que je dois modifier ici? EPSG. Il y a quelqu'un qui a qu'à me dire ça correspond à quoi? C'est le code normalement de 26 180. La projection du nord du Maroc. Voilà, très bien. Alors, je pense que c'est 26 191. Oui, Voilà, exact. donc je vais vérifier. Normalement, regardez, voilà, donc je viens de récupérer ce fichier avant-hier, quelqu'un qui me l'a envoyé, mais en général, c'est toujours le même cas. Le fichier PRG qui est là, voilà, il est souvent mal renseigné. Vous avez déjà eu l'occasion de le voir. Quand vous avez des données, vous avez travaillé avec des shapefiles, etc., c'est vrai que vous commencez à faire peut-être des reprojections de votre fichier dans le logiciel QGIS, AVIS, etc., mais vous ne sauvegardez pas l'information sur la projection dans le fichier PRG. La plupart du temps, il n'existe même pas ce fichier-là, mais quand il existe, il est mal renseigné. Donc, et ça, on le remarque
lorsqu'on va utiliser des utilitaires comme celui. Donc, quand j'importe, il comprend comme quoi il n'y a pas de système de projection qui est associé. Donc, c'est à nous de le faire. Sinon, ça va poser un problème. On va le voir même l'année prochaine lorsqu'on va publier ces informations sur le web. Il y a toujours un moyen de contrôler et on nous bloque parfois pour contrôler ce type d'informations. Si ce n'est pas renseigné, on va nous bloquer. Voilà, donc, et là, les options. Donc, alors, la possibilité de modifier le nom de la colonne, mais en général, on va la garder toujours géome. Ce n'est pas la peine de la modifier. Alors, la table, j'ai toujours le moyen de la modifier. Donc, si ça vous va, le nom qui est donné directement à partir du shapefile, parce que mon shapefile, il s'appelle maroc.shp. Donc, automatiquement, il va me proposer une table avec le même nom. Donc, si ça pose un problème, par exemple, vous avez déjà le nom qui vous paraît pas adéquat, vous pouvez le modifier directement ici. Et toute modification, il vaut mieux la faire à ce niveau-là avant l'import, parce que sinon, si vous le faites après l'export, ça risque d'être plus ou moins difficile, notamment pour les SRID. C'est-à-dire, je peux toujours importer mon fichier avec le SRID qui est égal à 0, mais si je veux me rattraper une fois que la table elle est créée, il faudra que j'applique la requête deal update, puis ça va s'appliquer sur toutes les colonnes, et là, ça va prendre du temps si ma table elle est assez importante. Voilà, donc là, je vais faire un add file, plutôt un import, et j'attends. C'est ça le problème que je voulais vous montrer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu ce problème-là en important ces données? Eh oh! Il y a quelqu'un qui peut me répondre? Monsieur, moi j'ai eu des Moi, problèmes personnellement, de j'ai pas connexion. essayé. Et pour ce message-là, il y a quelqu'un qui a eu ce message-là, c'est-à-dire il bloque le PG Shapefile Loader, il bloque et il cesse de fonctionner. Est-ce que vous avez rencontré ce problème-là? Monsieur, moi, j'avais rencontré avant un problème avec le PG admin. Quand je clique sur Là, celui-là, le... je parle de cette fenêtre d'erreur. Non, j'ai même pas essayé. Donc, vous n'avez pas encore essayé d'importer des fichiers Shapefile? Il y a Non, des gens pas encore. Pas encore. Alors, normalement, vous avez toujours rencontré le type de problème. Pourquoi? Bon, c'est un bug dans cette application-là. Alors, si vous avez remarqué, regardez le chemin à partir de laquelle il essaie de lire mon fichier SHP. Regardez, c'est C, regardez, je suis là en bas. C, user, del, document, IAV cours, base de données spatiale, séance 1 et 2, découpage région, Maroc 12 régions, Maroc SHP. Alors là, quand on a remarqué, et même les autres utilisateurs de PostGIS, ils ont remarqué, que chaque fois que le chemin il est très lent, il risque de poser ce problème. OK? C'est compris? Donc, ce qu'on doit faire, c'est essayer, pardon, c'est essayer, alors, il est 11. Alors, je vais essayer de le copier dans un chemin qui est le plus direct. Donc là, comme ça va être uniquement C:2.data maroc.shp. Est-ce que vous avez compris ce qu'il faut réaliser? Donc là, à ce moment-là, on va tester encore une deuxième fois. Donc ça va être Postgres password. Donc là, la base, il y a quelqu'un qui peut me rappeler la base? Base de données 31/3/2020. C'est BD, oh d'accord, BD 3103/2020. Je fais un OK. Succeed. Donc voilà, je vais faire un add un file. Et là, je vais aller directement dans Data, SHP, voilà, SRID, donc je modifie. Ça va être 26191. Et là, normalement, j'espère que ça va marcher. J'espère, parce que c'est dans la démonstration où ça ne marche pas toujours. Donc, import. Qu'est-ce qu'il me dit? Data. Il me dit pourquoi je dois modifier. C'est juste
au lieu que ce soit un latin, UTF. Voilà, très bien. Vous avez remarqué là? Donc là, Monsieur, je reviens. monsieur, pourquoi vous avez changé le ATF à Voilà, latin? il me l'a proposé. Voilà, c'est la première fois qu'il me le dit, mais là, j'ai regardé le code là. Il m'a dit de try Latin one. C'est Ah, juste d'accord, merci. le mode d'encodage des caractères. Parce que a priori, à l'intérieur de mon fichier Shapefile, il va y avoir des données qui sont écrites en arabe. Donc, si j'utilise le UTF-8, ces données-là, ils ne vont pas être prises en compte. Monsieur, merci. Je ne suis pas sûr, mais c'est peut-être mon explication par rapport à cette erreur-là. UTF, c'est un encodage de police de caractère. Donc, peut-être il n'englobe pas la langue arabe. Ce n'est pas sûr ce que je suis en train de dire, mais je pense que ça peut être l'explication. Voilà, donc là, je vérifie ma table. Donc, normalement, voilà, j'ai ma table Maroc. Alors, c'est une très bonne table parce qu'elle contient à peu près, qu'est-ce qu'on avait dit? Combien de 1600? 1600. Il n'y a pas d'arabe, mais je pense que c'est peut-être les accents ou autres. Et en général, je vais chercher l'explication pourquoi. Mais l'essentiel, heureusement qu'il m'a proposé d'utiliser un encodage latin 1 au lieu de RTF8. Mais c'est bon. L'essentiel, voilà ma table. Donc, ma table, elle contient des informations alphanumériques qui sont la province, le statut, est-ce que c'est une commune? Ah, voilà, c'est plutôt un fichier de commune. Voilà, donc par exemple, c'est QGIS. Je vais le visualiser, comme ça vous aurez plus d'informations sur le fichier que je viens d'importer. Donc, c'est plutôt un fichier de commune avec des informations comme la région, sauf que là, les communes, ils sont avec le découpage régional de 12 régions, et non pas 16 régions. Leur appartenance lorsque le Maroc il a été découpé en 16 régions, et j'ai leur appartenance lorsque le Maroc, ce qui est le cas actuellement, il est représenté par 12 régions. Il appartient à quelle province? La commune, le nom de la commune, voilà, et puis la géométrie. Mais tiens, il y a des géométries qui n'existent pas. Qui n'ont pas été importés, ou bien c'est mon fichier qui n'est pas bien. Voilà, c'est ça ce qui peut arriver, c'est que le fichier Shapefile que l'on utilise, parfois ça pose un problème. Donc, c'est à nous de le régler avec le temps. OK? Donc, on va tester. Alors, il est où mon data? Voilà, c'est notre fichier. Donc, vous avez des fichiers qui sont beaucoup plus clean que le mien. Vous pouvez les utiliser pour faire le test. Sinon, si vous trouvez vraiment un fichier pour les régions, je suis assez preneur. Alors, pour les régions, en découpage de 12 régions, si vous avez des informations récentes, merci de les partager avec moi, avec le reste. Comme ça, on aura à notre disposition des fichiers qui sont assez clean par rapport à ça. OK? Voilà, donc je récapitule la création de la base, l'extension de la base, vérification, est-ce que l'extension spatiale est correcte, et puis l'import, et comme on avait dit, il y a toujours ce problème-là, lorsque j'ai le chemin qui est assez lent, ça peut poser des erreurs, voilà, c'est ce qu'on avait vu là. C'est une erreur qui depuis 2014, parce que ça c'est une copie d'écran que j'avais récupérée du fameux site qui recense les voilà, donc à ce moment-là, il faudra juste mettre les fichiers dans un répertoire qui a une écriture qui est beaucoup plus courte.
Alors, sur quoi on va travailler en général? On va travailler sur le reste du cours. Vous avez remarqué quand je vous ai passé Classroom, tout le monde a pu récupérer les données? Ils sont là? J'avais mis data pour TP. Tout le monde a pu récupérer ces data? Oui, monsieur. D'accord. Donc, normalement, ces données-là, ça correspond à... Normalement, on pourrait travailler avec d'autres types de données, sauf que, comme je vous ai montré là sur l'exemple que je viens de vous montrer, les données, parfois il y a des erreurs, il y a des invalidités de les géométries, il y a des données qui manquent, etc. Donc, PostGIS, la communauté, elle a mis à disposition un certain nombre de données qui sont libres et qui correspondent à la ville de New York. Et pourquoi on a intérêt de travailler avec ces données-là? Donc, ces données-là, elles sont clean, c'est-à-dire le PRJ va contenir les vraies informations sur la projection. Il va me permettre de travailler avec les trois géométries en même temps. Donc, il va y avoir un fichier qui va contenir des informations sur les points, un autre fichier qui va contenir des informations sur les lignes et un autre fichier qui va contenir des informations sur les polygones. Et c'est ce qui va nous intéresser, parce qu'on doit jouer avec ces trois types de géométrie lorsqu'on va dans ce cours-là. Donc, pour vous donner un aperçu sur les données, ces données-là sur la ville de New York, donc, on a la première couche d'information, c'est les blocs. Les blocs, ce sont les blocs de recensement. C'est-à-dire la ville de New York, même ici au Maroc, on utilise ce terme-là de bloc de recensement. Pour envoyer les équipes du recensement, on ne va pas les envoyer n'importe où, on va leur définir des blocs de recensement. Donc, c'est des polygones de recensement. Après, il y a un autre type de données qui s'appelle le voisinage. Donc, la ville de New York, elle est composée de plusieurs polygones de voisinage. La couche street, qui va me renseigner sur les différentes routes de New York, avec leurs différentes informations qui sont relatives par rapport aux routes, et les stations de métro, qui est en géométrie point. Donc, station de métro, géométrie point, les routes multiline, les voisinages de New York en multipolygone et les blocs de recensement en polygone. Les blocs de recensement, donc les informations que je vais avoir, c'est des informations sur la population. Donc, pour chaque polygone, je vais avoir le total de la population, le total de la population blanche, le total de la population noire, le total de la population native américaine, le total de la population asiatique et le total de la population pour les autres minorités, on va dire. Donc ça, c'est pour les blocs de recensement. Il contient la géométrie de mon polygone plus ces différentes informations alphanumériques. شكون هذا اللي عاد دخل؟ Donc là, je suis en train de vous expliquer les différentes tables qu'on va utiliser le reste du cours. Donc la première table, c'est les blocs de recensement avec une information qui est la délimitation du bloc de recensement et le reste des informations alphanumériques. La deuxième table, c'est la table des voisinages, neighborhood. Donc là, elle ne contient pas beaucoup d'informations. On va juste avoir le nom du voisinage. Alors, pour les noms de voisinage, normalement, il y a des gens qui connaissent déjà, ils ont déjà entendu le terme Brooklyn, Bronx, Queens, Island, Manhattan, etc. Ce sont les noms des boroughs. Voilà, c'est juste les... Et puis la géométrie qui est le multipolygone. La troisième, c'est les streets. Donc les streets, c'est une table avec une géométrie qui est multiline, donc la géométrie qui est là. Et on va avoir deux types d'informations. Est-ce que, par exemple, la route, est-ce qu'elle est à sens unique ou pas? Est-ce qu'elle est à double sens? Et on va donner le type de la route. Est-ce qu'elle est primaire, secondaire, résidentielle, ou bien c'est une route autoroute? La quatrième, c'est les stations
mettre donc là, la géométrie pour nous, c'est une géométrie qui est point. C'est une géométrie qui est point. Et puis, on va avoir, à votre avis, quels sont les types d'informations qui peuvent être attachées par rapport à une station de métro. Donc, c'est le nom de la station, le borough dans lequel elle appartient, le route, les transferts, express, etc. Et puis, il va y avoir une autre table qui n'est pas géométrique, qui ne contient aucune information géométrique, mais qui contient d'autres informations socio-économiques sur la ville de New York, comme ces informations-là, le revenu médian, le revenu par famille, la moyenne des revenus par famille, etc. etc. Donc, c'est ça. S'il vous plaît, ce que je vous demande, c'est de vraiment mieux retenir les informations qui sont là, parce que lorsqu'on va vous passer à l'étape de vous demander d'écrire des requêtes, je vais vous donner juste le texte naturel des requêtes, je vais vous demander d'écrire des requêtes, soit pour écrire ou bien pour réaliser des requêtes spatiales sur ces tables-là. Si vous n'avez pas une bonne compréhension de ces différentes tables et de ces métadonnées qui sont données, vous aurez du mal à écrire, à rédiger vos requêtes. Donc, essayez de vraiment mieux comprendre ce type de table, notamment chaque table, quelle est sa géométrie, quelles sont les informations qui sont stockées à l'intérieur. Comme ça, lorsque vous allez lire le contenu des requêtes que je vais vous demander d'implémenter en texte naturel, vous serez en mesure de la donner directement. OK? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette table-là avant de passer à leur import? Bon. Alors, on va commencer par l'import. Donc, pour ça, je vais essayer d'abord de vous montrer ces données-là dans QGIS. Ça va mieux les comprendre. Donc, je vais supprimer ça. Donc, data. Alors, Centroid. Alors, celle-ci. Je vais juste éliminer quelques-unes homicides. Neighborhood. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste census blocks, je pense, c'est ça, c'est tout. Je vais le rajouter par la suite. Alors, je vais supprimer. Je vais supprimer. Parce qu'il y a une duplication pour le chargement. Je vais supprimer ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste celle des census blocks, je pense. Voilà. Donc là, la couche neighborhood, c'est celle-ci. OK? Celle-ci, la couche ce sont des polygons qui sont assez larges. La deuxième couche sur laquelle on va travailler, c'est les routes. Donc là, ce sont les routes. Alors, je vais les zoomer comme ça, vous aurez plus de... Voilà, donc j'ai des routes ici. Je peux voir exactement quelle est l'information qui est stockée. Pardon. Voilà. Donc j'ai le name, le one way et le type. Qu'est-ce qu'on avait dit ici? Il y a quelqu'un qui peut me rappeler? Ça veut dire quoi ces informations par rapport On les attribue, non? Voilà, le one way, ça veut dire quoi? Est-ce que la route elle est en sens unique ou pas? Ou bien elle est à double sens? C'est-à-dire je peux aller et venir dans ce segment de route. Alors, le census block, c'est-à-dire le bloc de recensement, là, ce sont des blocs qui sont assez trop petits. Voilà. Voilà. Vous voyez là, ce sont des blocs de recensement. Et ce sont des polygones. Donc, par exemple, quand je vais sélectionner à travers de QGIS, non,
Voilà, donc j'ai des polygones qui sont là. Et à l'intérieur de ces polygones-là, je vais avoir ce type d'informations. Le total de la population, le total de la population blanche, black, native, asiatique et autres. Et la dernière couche qui m'intéresse, c'est la couche des stations de métro. Donc finalement, c'est des points. C'est des points. Donc je vais zoomer sur ça. Alors, ce point-là, qu'est-ce qu'on avait dit? De peu d'informations qui... Voilà, donc c'est le nom de la station, etc., etc., etc. Alors, pour afficher, je peux utiliser également de la même manière. Là. Les noms, les différents noms de stations avec leur géométrie. Donc, je vais commencer l'import. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer... on va utiliser la même table si vous voulez, si ça ne vous dérange pas. On va essayer de faire quoi? Utiliser la même. Donc, je supprime. Il faudra toujours supprimer celle-ci, parce que sinon, il va importer avec ce que je vais importer. Donc, je vais essayer pour supprimer un fichier ici. Donc, je clique sur RM, c'est-à-dire Remove. Alors, Add File. On va faire juste un test avec... alors, la table qui peut poser plus de problèmes et qui contient beaucoup plus d'informations, c'est celle du census bloc. Regardez, sa taille, c'est de 9,3. Ce n'est pas assez grand, mais normalement, elle contient 36 000 blocs de recensement. Et ça va être senti lorsqu'on va l'importer. Ça va prendre plus ou moins un peu de temps. Sinon, la table la plus simple, c'est celle des voisinages et celle des stations de métro. Donc, si vous voulez, on commence d'abord par les stations de métro. La seule couche ponctuelle qu'on a, donc c'est Open. Alors, pour la ville de New York, en premier temps, je vais le faire exprès. Je ne vais pas renseigner SRID et on va voir que ça va poser un problème lorsqu'on va commencer à exécuter des requêtes SQL. Vous avez entendu ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, ce que je viens de dire. On va exprès laisser le SRID pour notre couche Subway Station. Je vais le laisser non renseigné et il va me permettre par la suite d'exécuter certains types de requêtes, mais il va arriver un certain type de requêtes qui sont beaucoup plus compliquées et il va bloquer le PostGIS, il ne va pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il va dire non, non, tu ne peux pas exécuter ce type de requête tant que tu n'as pas renseigné le SRID. C'est pour ça que je vous ai rappelé dès le départ, il faudra toujours avoir le SRID avec soi et le mettre directement à ce niveau-là. Donc, pour ce moment, je vais continuer et comme ça, lorsqu'on aura cette erreur-là, on va la corriger par la suite. Donc, je vais importer les stations qui sont là. Là, donc, j'ai 481 record, donc 481 que je viens d'importer. Donc, je vais vérifier dans mon schéma, dans mes tables. Rafraîchir. Voilà, donc là, j'ai bien ma Subway Station. Je vais monter la requête. Alors, select étoile from NYC, je pense, NYC Subway Stations. Et là, j'exécute. Voilà, donc là, il m'a bien récupéré les choses. Donc, je vais mettre par exemple Géome. Vous avez remarqué que j'ai rajouté la colonne Géome, virgule, étoile, c'est-à-dire je lui demande de m'afficher la Géome au début, et puis toutes les autres informations qui contiennent la table avec l'étoile. Alors là, il y a quelqu'un qui peut me dire exactement la géométrie a été stockée. On avait parlé de ça la séance dernière. La géométrie. C'est quoi la question, monsieur? La géométrie, il a été stocké avec quel type? Texte, non? Hein? Texte, monsieur. Non, c'est pas texte. C'est un quotation hexadécimal. Si je veux l'avoir avec du format texte, il faudra que j'exécute la fonction spatiale st as texte. Oui, et là, je vais mettre virgule, donc je vais éliminer carrément ça. J'exécute, donc là, voilà. Ça, c'est la représentation textuelle. Ça, c'est la représentation textuelle
Et ça, c'est la représentation en hexadécimale. Donc, en gros, PostGIS, pour éviter des problèmes de taille dans la base, dans la colonne géométrie, il essaie de stocker ces informations en hexadécimal. Mais il va me permettre, à travers un certain nombre d'autres fonctions, comme le as-texte, comme le as-GML, par exemple, qui est un autre standard de représentation d'informations géographiques. On va voir la séance prochaine. Comme, qu'est-ce qu'on peut mettre comme truc? J'ai un autre format qui s'appelle GeoJSON, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, qui est un format qui est utilisé pour la représentation des informations géographiques sur le web. Voilà, donc je peux faire une sortie de ma géométrie avec ce type de représentation. Maintenant, qu'est-ce qu'on avait vu la dernière fois comme type? Il y a quelqu'un qui peut me rappeler? On avait vu ST-as-text, ST-as-GML, ST-as quoi? Il y a quelqu'un qui peut se rappeler? KML. KML. Voilà. Donc, vous vous rappelez, ça marchait la dernière fois. Je crois qu'on a essayé KML, c'est bien ça. Ça a bien marché. le KML, je ne crois pas qu'on a essayé de le convertir en KML. Si, je pense qu'on a testé. Mais on va voir là. Regardez, KML, et là, normalement, ça ne doit pas marcher. Voilà. Qu'est-ce qui me dit comme erreur? On n'a pas renseigné sur le SRID. Voilà. SRID, C'est ça que je vous ai dit. Je vais exécuter un certain nombre de requêtes spatiales, comme texte, comme autre chose. Il n'y a pas que les sorties géographiques, mais il peut y avoir d'autres types de fonctions géométriques, comme on va voir la séance prochaine, qui vont bloquer. Pourquoi? Parce que pour exécuter le ST-as KML, le ST-as plusieurs choses, qu'on va voir la séance prochaine, son point de départ, c'est est-ce qu'il y a une existence ou pas du SRID? Est-ce qu'on a déjà renseigné la géométrie pour SRID ou pas? Alors, je vais refaire juste le test en important maintenant. Je vais, mon dernier test, Subway Station, je vais la supprimer. Alors, on va vérifier, je ne me rappelle plus exactement SRID New York. Je pense 562, si je me rappelle bien, mais je voudrais vérifier. New York. 60, je pense. On va mettre 2260. Donc là, je vais mettre 2260, mais sachant que la prochaine fois, je vais essayer de vous donner exactement le bon. Donc là, je viens de renseigner mes SRID. J'ai supprimé la table correspondante dans laquelle j'avais mis SRID égale à 0. Je vais importer. Voilà. Donc, et puis là, je vais vérifier le fameux. Donc là, j'ai la nouvelle table. Donc ça marche. Et quand je vais mettre le KML, là, ça doit marcher. Alors pour l'explication de la séance prochaine, mais sinon je vais vous commencer par vous donner, c'est que le KML, il demande à que ce soit les coordonnées soient en format sphérique. Donc il est en train de faire une transformation de coordonnées à partir du SRI initial vers les coordonnées sphériques. Regardez. Donc, c'est pour ça qu'il a besoin de savoir quel est le SRID de départ pour pouvoir faire la transformation. Donc, s'il ne connaît pas le SRID de départ, là, il ne va pas le faire. À la différence du texte, quand j'ai utilisé le texte ici, le texte, ben, il ne fait rien. Il fait juste me récupérer quoi exactement? Il me récupère juste la nature de la géométrie, des points, puis il récupère les coordonnées initiales qui sont, par exemple, 583, 521, dans le système de référence, que ce soit 260, soit 0 carrément, un manque de SRID, etc. Donc, du coup, ce que je voudrais vous rappeler en fin de compte,
essayez toujours de faire attention par rapport aux séries D lorsque vous allez importer vos données. Deuxième chose, essayez de mettre vos données que vous allez importer dans un répertoire qui est dans la racine. Créez un répertoire data et vous mettez vos données là avant de les importer pour éviter le problème qu'on avait dit, si vous vous rappelez bien, le problème celui-là. Un type d'erreur, shapefile import failed. La plupart du temps, quand j'ai un chemin vers mon shapefile qui est assez long, ça pose un problème. Donc, essayez de mettre que vous allez importer dans un répertoire data ou vous l'appelez, peu importe, dans la racine C ou bien D, ça dépend de votre cas. Et deuxième chose, essayez de vérifier avant de l'importer. S'il lit le SRID, donc ça tombe bien, c'est-à-dire que votre fichier shapefile, il est bien structuré au départ. Sinon, à ce moment-là, il faudra le renseigner. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, donc j'aimerais bien que vous continuiez sur les 3 différents fichiers. Vous les importez et s'il y a des problèmes par rapport à ça. Monsieur, Oui.